Je vous amène sur la chaîne quelqu'une de très précieuse. Ce dont on va parler là, ça risque de faire couler les larmes, hein, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle nous parle plus ou moins de son parcours et on va aborder des sujets quand même assez difficiles à entendre, mais des sujets nécessaires à entendre. Déjà, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à la communauté? Bien sûr, merci pour l'invitation, ma chérie. Je m'appelle Edna Liliana Valencia, je suis née en Colombie, je suis journaliste, écrivain et je travaille aussi pour le droit humain de la population noire dans l'Amérique latine, spécialement dans mon pays, la Colombie, mais aussi dans un travail de faire grandir l'identité, mais aussi la connaissance de l'Afrique. Okay. Mais ça, c'est un travail que j'ai fait dans la télévision, dans les médias traditionnels pendant plus de 15 ans. Wow. Mais aujourd'hui, je suis écrivain, c'est mon premier livre. Okay. Je suis en train de lancer le deuxième. Et aussi, je travaille avec une affaire que c'est très important pour moi, que c'est l'esthétique. Il y a je sais pas, une bac d'information, un espace sans information par rapport à l'esthétique noire. Si tu regardes, dans l'esthétique, il y a une affaire d'identité, une affaire de résistance, mais aussi une opportunité de business très importante. Et oui, ça c'est l'affaire que pour moi c'est important. Aussi, le racisme ou l'antiracisme, c'est mieux, et la communication. Super. Et là, si je te demande, tu fais beaucoup de choses, hein. On a vu journaliste, écrivaine, activiste également et tout, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que moi, j'ai visité la Colombie, c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait un peu plus de 10 ans, et même l'Amérique latine en général. Mais très souvent, les populations ne sont pas à tout prix connectées, les populations noires ne sont pas à tout prix connectées avec l'Afrique. Toi, c'est venu d'où cet activisme-là de dire, mais écoute, je revendique qui je suis et puis si t'es pas content, tant pis. C'est venu d'où exactement? Oui, je pense que c'est une besoin que j'ai personnellement en tant que reconnectée avec mon fille intérieure, ma fille intérieure, et reconnectée avec la racine de l'identité noire, parce que c'est pas facile être une femme noire dans un pays que c'est pas précisément un pays de majorité noire. Mais aussi, je suis née à Bogota, que c'est la capitale de mon pays. Et Bogota, spécialement, c'est pas une ville de population noire. Oui. Il y a une majorité de population mélangée, mais mélangée des indigènes et des blancs. Oui. Mais c'est un contexte très spécial en parlant de racisme. Oui. Par exemple, si je arrive ici à l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui pensent que je ne suis pas noire. Mais dans mon contexte, je suis noire. Et je suis la seule noire de mon contexte. Oui. La seule noire de quartier, la seule noire de l'école, la seule noire de l'équipe je sais pas, de football, la seule noire que... Mais dans ce cas, mon chapeau, par exemple, a été très important, oui, pour moi, parce que j'ai grandi en train de penser que mon chapeau, c'est pas joli, par exemple. J'ai grandi avec l'idée de que la beauté, c'est seulement blanc. J'ai grandi avec l'image de l'Afrique seulement comme le lieu de l'esclavage. Et ça affecte beaucoup l'identité. Si je te dis que tu viens d'une place qu'il y a seulement d'esclavage, seulement de pauvreté, oui. Je me rappelle très bien du moment où je suis avec, je sais pas, 8 ans dans l'école. Et la professeure, c'est dit, le professeur a commencé à parler de oui, parce que les découvertements de l'Amérique, oui. Et après, sont arrivés les esclaves noirs. Et tous les gens avec moi dans l'école me sont regardés comme ça. Et dans ce moment, je pensais qu'est-ce que j'ai avec cette histoire? Qu'est-ce que est la relation entre l'esclavage et moi? Oui. Mais c'est pour dire que dans mon cas, par exemple, en tant qu'une femme qui est née dans une ville sans une relation spécifique avec l'identité noire, sans des références d'identité nécessaires pour me sentir fière de moi, sans ce type d'informations qui peut me donner la force. Quand j'ai réalisé, j'ai commencé à avoir un rêve de changer la situation pour la prochaine génération. C'est ça. Mais changer les pensées, c'est pas facile, non? Comme j'ai commencé à étudier
un peu de l'histoire de l'Afrique, je commençais à regarder que l'Afrique, c'est pas seulement la chose que nous sont dit de la pauvreté et la guerre. Je commençais à changer aussi ma propre identité, à me sentir fière de mon cheveu, fière de mon couleur de peau. Dans une sorte de rébellion, c'est un appel dans toi. Tu te dis, je dois aller chercher qui je suis, je dois embrasser qui je suis. Exactement. Maintenant, si je te demande, est-ce que le racisme existe en Amérique latine? Bien sûr, je pense que c'est la question que je réponds le plus. Et dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de racisme. Nous sommes la descendance de l'esclavage, finalement. Oui, nous sommes les gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils viennent. Mais là-bas, c'est très difficile. Pas seulement avec la population noire. Il y a des populations indigènes américaines qui souffrent aussi le racisme. Et l'invisibilisation. Pas de l'invisibilité, c'est l'invisibilisation intentionnelle d'un système qui dit qu'il n'y a pas des indigènes, qu'il n'y a pas de noirs. C'est pas possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dis, la première fois que j'ai arrivé ici à l'Afrique, au Maroc, je connais beaucoup de gens en train de dire il y a des populations noires en Colombie. Et là, j'étais comme, oh non, je ne peux pas croire ça. Combien? 2, 3, 15 millions. Nous sommes plus de gens que toute la population de la Guinée. Wow. Seulement en Colombie, seulement en Colombie. À toute l'Amérique latine, nous sommes 250 millions de personnes. Wow. Ça, c'est pourquoi mon deuxième livre s'appelle La diaspora perdue. Parce que ce sont les gens qui n'existent pas. Wow. Oui, dans l'Afrique, ici, les gens peuvent reconnaître qu'il y a des populations noires aux États-Unis, aux Caraïbes, Jamaïque peut-être, oui. Mais si tu parles de la diaspora de l'Équateur, de la République dominicaine, de l'Argentine, parce qu'il y a des populations noires dans l'Argentine. Venezuela, personne ne connaît ici. So, oui, ça c'est ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a du racisme, c'est un racisme différent dans le racisme en Afrique, dans le racisme aux États-Unis, mais bien sûr que c'est une réalité toujours. Maintenant, si je te demandais, c'est quoi l'importance de l'identité d'après toi? Pourquoi c'est important pour une personne noire de connaître son identité? Je tiens aussi à mentionner que ce n'est pas juste un problème des Amériques ou des gens de la diaspora, des Noirs américains, des Noirs d'Europe qui sont nés, qui ont grandi là-bas, même en Afrique ici. Oui, hein. bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'après toi? Parce que pour moi, l'identité, c'est le pouvoir que nous avons de savoir où est-ce que je viens et où est-ce que je veux arriver. Okay. Si tu ne sais pas où est-ce que tu viens, c'est difficile de connaître ou de comprendre où est-ce que tu veux arriver. Quel est le défi là-bas? Oui, quel est le chemin que tu veux marcher? Oui. Mais si je pense que je viens seulement de l'esclave noir, oui, comment se dit? De l'esclavage noir, Je suis descendant d'esclaves. Exactement, d'esclaves. Si je pense seulement ça, il y a une référence qui manque, oui, des empires noirs de l'Afrique, de la résistance noire dans l'Afrique, de l'origine de l'humanité dans l'Afrique. Mais c'est une affaire pas seulement de la population noire, c'est à toute l'humanité que c'est important de savoir que nous sommes l'origine de l'humanité ici dans l'Afrique, l'origine de toutes les sciences, de toutes les religions, de toutes les langues, de toute la musique, tout se place ici, oui. Mais si je ne sais pas ça, si je pense que c'est seulement l'esclavage, c'est facile de me maintenir comme ça, là-bas, oui. Comment vous êtes des esclaves, vous êtes des pauvres, la population avec la pauvreté, et tout reste comme ça. Et nous, continuons, on t'exploite. C'est d'exploiter notre ressource. Notre ressource, pas seulement la richesse, par exemple les minéraux, des richesses, mais aussi la richesse humaine. Les ressources humaines qui sont exploitées de l'Afrique toujours. Oui. Mais dans l'Amérique latine, pour nous, c'est très important d'avoir l'identité pour avoir l'habilité de comprendre que s'il y a une personne qui me dit vous êtes une personne mauvaise parce que vous êtes noir, je sais que ce n'est pas vrai. Mais ici, dans l'Afrique, je trouve qu'il y a toujours un manque d'identité parce que peut-être les indépendances sont il n'y a pas beaucoup de temps, oui, de pays. Par exemple, dans la Guinée, c'est seulement 1958, sont 66 ans d'indépendance. Il y a beaucoup
d'influence toujours de l'Europe. Occidentale, étrangère. Exactement, ça c'est la chose que je trouve, non? Ok. Mais oui. Ce dont tu parles, c'est très important aussi parce que je suis d'accord avec toi. Et ça, je dis que la crise identitaire, le problème identitaire, c'est pas juste à l'extérieur. On a tendance à penser peut-être que ce sont les personnes qu'on a arrachées de l'Afrique, tu vois. On les a pris de force, on les a rendus, parce qu'il faut faire attention, hein. C'est pas des esclaves qu'on a pris, c'est des Africains qu'on a pris. C'est dans le processus de déshumanisation qu'ils ont fait des Africains, justement, des personnes dont ils ont lavé le cerveau. Mais ce qui est encore intéressant, si on doit parler de ça, et j'aurais espéré qu'on ait des Américains qui étaient là, que les Noirs américains de tous les Noirs autour du monde, ce sont les Noirs américains, ce sont des gens qu'on a pris de leur terre, qui se réveillent et qui frappent du poing sur la table. Je trouve ça ridicule. Tu vois, la crise identitaire, et j'aime beaucoup que tu le dises parce que toi, je suis désolée, hein, moi je vais t'appeler africaine parce que moi tu es une africaine. Mais je me sens africaine. C'est ça, et l'Afrique c'est ta terre. Une africaine de Colombie, on va dire ça, qui vient visiter l'Afrique, et tu as fait plusieurs pays en Afrique, n'est-ce pas? Que tu vois justement ce problème identitaire-là. Est-ce que tu t'es pas dit, mais ça devrait être l'inverse? On est quand même en Afrique. C'est en Afrique que justement on devrait embrasser notre identité et tout. Tu as perçu ça comment, ce problème identitaire-là? Est-ce que tu ne penses pas que c'est un truc qu'on retrouve finalement dans tous les pays autour du monde, là où il y a des Noirs? Oui, et pour moi, c'est ma mission, non? Je pense que c'est une affaire qui se place à tout le monde, où la population noire souffre les mêmes problèmes. Oui, c'est intéressant de regarder comme les problèmes que nous avons ici dans l'Afrique, les différents pays. Je ne veux pas parler de l'Afrique comme un pays, à rien. Mais il y a des problèmes en général que tu trouves ici et que tu trouves aussi dans la diaspora noire au Panama, à la Colombie, à Cuba. Oui, c'est important de changer les affaires qui affectent l'Afrique parce que toutes les choses qui se passent dans l'Afrique peuvent passer aussi dans la diaspora. Oui, mais par rapport à l'identité, notre foi, je pense que c'est un problème en général. Aussi, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut reconnaître dans l'Afrique, mais des autres que nous sommes en train d'apporter à l'évolution pendant la diaspora. Oui? Par exemple, l'affaire du chapeau afro. Aujourd'hui, je trouve que nous, en tant que femmes noires de la diaspora, nous sommes en train de travailler le plus par rapport à cette affaire d'identité que les femmes de l'Afrique, par exemple. Je suis d'accord. D'accord? Je suis très d'accord. Mais il y a beaucoup de choses que je peux venir et rencontrer ici par rapport à ma identité, mais aussi je pense que nous sommes en train de faire de nouveaux connaissements dans la diaspora qu'on peut mettre dans l'affaire générale de l'identité noire. Je veux dire qu'il y a des choses que les Africains peuvent apprendre de nous aussi. Parce que c'est facile de penser que nous sommes, en tant que descendants, nous sommes lesquels doivent arriver ici à apprendre. En fait, c'est un échange, quoi. Exactement. C'est un échange parce qu'après l'histoire que nous avons, et après l'histoire que l'Afrique a aussi, on peut bâtir un futur différent. Mais ce n'est pas seulement de l'Afrique à la diaspora, c'est aussi de la diaspora à l'Afrique. Ok, super. Je tiens aussi à mentionner, parce que quand tu parlais des cheveux afro et tout, elle a créé, en fait, je n'ai jamais vu ça, quoi, une casquette qui tient compte du cheveu afro. Toutes les femmes noires, là, vous savez comment tout a été fait pour le monde occidental. Et il y a des petits détails, que ce soit même les pantalons, tu sais que la femme noire quand même a des courbes. Tu sais, c'est un entrepreneur, elle est quoi? Elle n'est même pas noire, hein. Elle n'est pas noire, c'est un entrepreneur, je vais trouver son origine, on va mettre en bas, qui a décidé de faire les jeans pour les femmes à forme. Elle n'est pas noire, et c'est elle qui a fait l'argent, tu vois? Parce que la femme noire a des courbes, dont le pantalon, ce n'est pas un pantalon chez quelqu'une qui est droite, tu vois, ou quelqu'une qui n'a pas à l'arrière et tout. Donc, c'est une femme à courbe en général. Mais elle a créé une casquette pour les cheveux afro que vous pouvez carrément mettre, qui tient compte de votre couronne, quoi. Dans le travail que tu fais, franchement, chapeau. Le réveil, qu'on embrasse qui nous sommes, qu'on revienne à qui nous sommes. Parce qu'une fois qu'on se retrouve, je pense que c'est là que le changement vient. Maintenant, quels ont été tes challenges?
Quels ont été les problèmes que tu as rencontrés? Parce qu'on parlait, hein, on a quand même fait une semaine ensemble et on a eu à parler des trucs. Dans ce combat-là, ce sont quoi les plus gros problèmes que tu as rencontrés? Il y a beaucoup d'opportunités que nous sommes en train de perdre parce qu'il y a une communication, par rapport au manque de communication que nous avons. Par exemple, dans mon cas, mon pays, la Colombie, il n'y a pas de vol direct à l'Afrique. Si tu regardes, par exemple, l'aéroport de Casablanca, Maroc, c'est un point de communication, oui, dans l'Europe et l'Afrique. Oui. Ah, tu n'as pas fait le vol Bogota-Casa? Ah, tu es passé par l'Espagne? Exactement. Oh, wow. C'est un vol de Bogota à Madrid, sont comme 14 heures, choses comme ça. Et après, de l'Europe à l'Afrique, l'aéroport de Casablanca. Oui. Et bien sûr que c'est très important pour l'économie du Maroc avoir cet aéroport là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de vols qui doivent arriver là-bas pour venir à Sénégal, venir à la Côte d'Ivoire, venir à Guinée. Oui. La Colombie a une ubication stratégique, oui, dans l'Amérique latine. C'est le seul pays qui a des côtes à la côte Pacifique et aussi à la côte Caraïbe. Ah, c'est vrai. C'est le premier pays de l'Amérique du Sud. Oui, il y a tous les étages de terre, oui, au niveau de l'océan, mais aussi de très froid, je ne sais pas, dans la montagne. Toute la géographie possible. Exactement, exactement. Très beau pays. Mais aussi, si on peut organisé les vols directs, je sais que par la Colombie, c'est une manière de faire grandir l'économie. Oui, comment le Maroc, par exemple, c'est un bon exemple que je donne. Oui. Mais s'il y a un vol direct de la Colombie à Sénégal, de la Colombie, par exemple, à Guinée, de la Colombie à la Côte d'Ivoire, c'est le point parfait pour distribuer les vols. Mais nous n'avons pas aussi des ambassades. Oui. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'opportunités. Oui, parce qu'on pense toujours, dans mon pays, que l'Afrique, c'est seulement pauvreté. Que ce n'est pas nécessaire d'organiser rien avec l'Afrique. Parce que nous sommes plus riches que l'Afrique. Parce qu'il n'y a rien à faire, parce que l'Afrique, c'est un pays de jeunes. C'est vrai que l'Afrique, c'est un pays. Oui, un pays pauvre. Okay. Et avec la guerre, avec je sais pas, des maladies. Oui. Mais ça, c'est le type de racisme que je veux combattre. Oui, c'est pas seulement la discrimination. Je n'ai pas de temps pour me bâtir avec la discrimination. Si tu penses que je ne suis pas jolie, c'est ton problème. Si tu ne me laisses pas arriver à, je sais pas, un disco, un restaurant, c'est mauvais et je veux faire quelque chose. Mais c'est ça, c'est pas la part qui m'inquiète. La part qui m'inquiète, c'est la mauvaise perception que nous avons de l'Afrique, qui affecte l'identité de la diaspora, mais aussi affecte l'économie de mon pays. Parce que nous sommes seulement en train de voir qu'est-ce qui passe avec les États-Unis et de l'exportation aux États-Unis, l'exportation à l'Europe. Il y a 55 pays ici, 55 différentes opportunités d'éducation, de changement culturel, de faire beaucoup de choses, de tourisme, oui, de rencontrer où est-ce qu'il vient la marimba de Chonta, l'instrument que nous avons dans la côte pacifique de la Colombie, qui vient de la balafone africaine. Seulement les regarder, c'est magnifique. Et rencontrer l'identité, rencontrer la racine de notre musique là-bas. Oui, mais la mauvaise impression, la mauvaise perception que nous avons de l'Afrique affecte beaucoup les opportunités de développement de mon pays. Oui, c'est seulement regarder le nord, comment l'Europe des États-Unis, et nous oublier de l'autre part du monde. Et c'est juste à côté. C'est seulement, elles ont fait les voyages en bateau pendant 400 ans. Oui, c'est dit comme ça. 400 ans. 400 ans, oui. Pendant l'esclavage. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un vol par semaine. C'est une stratégie de l'économie. C'est parce qu'il veut aussi maintenir l'Amérique latine et l'Afrique séparées et cacher toutes les ressources, cacher tous les marchés, cacher tout. Parce que nous, ensemble, on peut faire des différentes choses. On peut révolutionner l'économie du monde. Ce que tu dis est très important, surtout que tu allais du côté économique, faire le pont entre les deux, et franchement, tout le monde gagne. Et c'est vrai parce que vu qu'on est aux Amériques,
très souvent, les pays de l'Amérique du Sud, ou l'Amérique latine même en général, l'Amérique centrale et tout, on tient également compte du Mexique, vont plus regarder le nord, quoi. Okay? Alors qu'il y a d'autres opportunités. C'est ce que j'appelle souvent une vision tunnel. Tu es là comme ça, tu regardes au nord, alors qu'il y a à droite, alors qu'il y a à gauche. Et c'est important d'ouvrir les yeux des gouvernements en général et même des populations. Parfois, on n'a pas beaucoup besoin de passer par des gouvernements. On fait le peu qu'on peut au niveau où on est. Avoir, par exemple, les Colombiens, les Afro-Colombiens venir visiter la Guinée ou le Sénégal ou l'Éthiopie, la Tanzanie, étudier, tu vois, faire des échanges, apprendre à se connaître. Si je te demande, par rapport à ta mission, tu te vois où dans 5 ans? Je veux être une entrepreneur. Je suis déjà, j'ai ma entreprise, s'appelle Africa Radios. Je suis en train de bâtir un chemin comme leader d'opinion. Et je travaillais en tant que présentatrice de journal et reporter, oui, que j'aime beaucoup pour les reportages et sortir et faire des entretiens. Mais je veux pas seulement lire les frontières. Je veux pas donner, mais créer les débats. Oui? Faire un leader d'opinion. Ça, c'est pourquoi j'écris. Ça, c'est pourquoi je veux être une journaliste indépendante. Ça, c'est pourquoi je veux créer mon propre entreprise et avoir l'indépendance de l'économie. Parce que si je continue en travaillant avec la chaîne, n'importe quelle chaîne, France 24, RCN, n'importe quelle, je ne peux pas dire la chose que je veux dire. Spécialement par rapport à l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts internationaux sur l'Afrique. Si je parle de l'indépendance de l'Afrique, si je parle de l'indépendance économique de l'Afrique, si je veux dire qu'il y a toujours des racisme, je ne peux pas continuer comme la jolie de la chaîne. Oui? Et être représentative de journal, c'est magnifique. Mais je veux dire des choses. Je veux créer une manière critique de penser dans ma population. Tu as travaillé avec la vice-présidente, vous avez votre première vice-présidente noire en Colombie. Est-ce que le fait d'avoir une vice-présidente noire, est-ce que ça veut dire qu'à quelque part, il y a espoir? Est-ce qu'il y a par exemple 40 ans, 30 ans, c'était possible d'avoir soit un président, soit une vice-présidente, soit quelqu'un d'important noir dans le gouvernement? Est-ce que toi, tu penses que c'est signe d'espoir pour la Colombie? Et même pour d'autres pays autour du monde où les Noirs sont des minoritaires. Tu penses que c'est positif ou... Oui, bien sûr, c'est très positif. Premièrement, je veux te dire que pour moi, la minorité n'existe pas. C'est un concept politique et aussi de la socio, oui. Mais nous ne sommes pas la minorité, nous sommes 26 millions de personnes dans la Colombie. Non, 26%, excusez-moi, 26% de la population, mais 15 millions de personnes. Mais cette perception de qu'il y a de la minorité, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de l'argent pour nous. Oh, donc tu penses que l'expression minorité, c'est fait exprès, c'est intentionnel? Exactement. Pour moi, parce que je suis... en fait, c'est la communication, non? Mais pour moi, l'amour que tu utilises, c'est très important. C'est différent de dire... je ne sais pas, les esclavisés africains que les esclaves noirs. C'est différent. Parce qu'il y a une personne qui je suis née libre. Il y a une personne qui est venue et m'a mettre dans l'esclavage. Esclavagisé, oui. Il y a une responsabilité. Oui. Mais c'est différent. Parce que si je te dis la population noire de la Colombie, je te dis la minorité noire de la Colombie. Oui. Notre petit exemple. Nous avons 115 différents groupes ethniques des indigènes en Colombie. Combien? 115. 115 groupes? 115 groupes ethniques. Oui. Ils ne sont pas beaucoup de gens, mais culturellement, sont très importants pour nous. Oui, sont la racine vraiment du pays à l'Amérique latine. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes arrivés sans notre demande. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas une minorité.
Je veux dire ça. Oui, je vois, vu la quantité, on ne peut pas vraiment parler de minorité. Non, on arrive à les gouvernements et ils nous ont dit non, mais c'est une minorité, c'est pas important. Président, il y a des racistes toujours. Oui, mais c'est la minorité. Président, on a besoin de l'argent. Oui, mais c'est la minorité. Oui, mais oui. Mais du genre, ils sont pas importants, quoi. Exactement. Ça, alors que 15 millions... Exactement, c'est pas une minorité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et aussi, il y a un manque d'identité. Je pense que nous sommes plus de 15 millions. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dire qu'ils sont noirs. Oui, parce que je ne veux faire part de la pauvreté, faire part de... La perception, comme tu disais, on perçoit le noir comme étant pauvre, on veut pas Exactement. on veut pas être associé à cette image-là. Exactement. Baby, t'es associé, hein? Mais on veut pas, là. Mais t'es associé. Ouais. La question, c'est la même par rapport à Madame Francia Márquez, la vice-présidente de la Colombie. Et c'est le changement de l'image de pouvoir que j'aime beaucoup par rapport à elle. Oui? Le changement de l'image politique. Pour la première fois, c'est une femme noire, vraiment noire. Je suis vraiment noire, mais je dis avec beaucoup de mélanine. Plus foncée, quoi. Noire et belle. Ouais. Aussi qui vient de la base de la société, qui vient de la région, de la ruralité de la Colombie. Elle a travaillé dans le nettoyage. Wow. Oui. Pendant, je ne sais pas, sa jeunesse. Wow, quand même, hein? De ménagère à vice-présidente. Exactement, ça c'est la chose. Mais pense comment les gens privilégiés de la Colombie se sentent par rapport à ça. Se sentent très mal d'avoir dans le pouvoir une femme, premièrement, noire, pauvre, qui vient de la base, en train de dire « Je suis un leader de la Colombie, ma population existe aussi ». Nous avons décidé pour développer le pays. Il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'elle soit vice-présidente. Oui. Mais nous, en tant que population noire, nous avons une référence qu'on peut. Ça, c'est très important. Je ne sais pas. Dans la Colombie, les vice-présidents ne fait pas rien. Pas seulement elle. Aucun vice-président ne fait rien. Pour moi, c'est une figure décorative un peu. Mais dans le cas de Francia Márquez, elle nous a donné l'espoir. Elle nous a donné la référence d'identité. Nous avons beaucoup de filles qui sont en train de s'habiller comme vice-présidente dans le Halloween. Je ne sais pas comment c'est bien. Okay. Oui, pas seulement l'esclave. Ouais. Oui, je ne sais pas comme ça, l'africaine avec le stéréotype, mais la vice-présidente. Mais le changement de pensée qu'il y a, c'est très important. C'est fort. C'est un peu comme quand Obama gagnait. Moi, je disais aux gens que ce n'est même pas, à ce point-là, c'est pas une question de, bon, le gars était compétent, et ça, c'est pour l'Amérique, hein, s'il vous plaît. Bon, je ne veux pas de spéculation ici, quoi que ce soit. Mais je me disais, mais est-ce que vous imaginez avoir un président noir de la plus grande puissance au monde? L'homme le plus puissant au monde, c'est un noir. En fait, ça switch la manière de percevoir le noir en général, quoi, tu vois? On passe d'une position faible, entre guillemets, à une position de pouvoir. Ne serait-ce que pour la symbolique, pour moi, ça valait la peine. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des trucs derrière, quoi, avec lesquels on n'est pas d'accord, mais ça valait la peine. Bon, on va finir l'interview avec une dernière question. Ce n'est que pour toi, tu sais qu'on peut parler des heures et des heures. Oui, vraiment. Où est-ce que tu espères voir les Noirs du monde, autour du monde? Si on te dit les Africains, et quand je parle des Africains, je parle des Africains et des enfants de l'Afrique en général. Donc, tous les ressortissants de l'Afrique. Disons 2050. Où espères-tu nous voir d'ici là? J'espère qu'on peut, arriver dans la richesse que nos ancêtres nous ont donnée, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas. Je pense que nous sommes très riches. Il y a beaucoup de richesses dans la pays dans la diaspora, mais on ne sait pas toujours que nous sommes riches, de la richesse que nous avons. Mais j'espère qu'on peut bâtir, premièrement, une identité forte, deuxième, une union dans l'Afrique et l'Amérique latine, spécialement dans la diaspora. Troisièmement, des entreprises pour faire de l'argent, mais aussi de l'identité. Je pense qu'il y a une opportunité très grande que nous avons. On peut faire des entreprises, quelqu'un, un restaurant, je veux dire,
ou je sais pas, vendre des voitures, et les mineries, les mines, je sais pas comment dire, la minerie, quelque chose. Okay. Mais on peut faire aussi des entreprises qui peut aussi promouvoir l'identité. Oui, comment notre fois l'esthétique. Nous, en tant que Fonds Noir, nous sommes en train de donner tout notre argent à gens qui ne sont pas noirs, à des autres. On parlait des mèches la dernière fois. Exactement, parce que nous n'aimons pas notre propre beauté. Mais si nous, en tant que Fonds Noir, on peut créer, je ne sais pas, des entreprises de maquillage noir, oui, avec des différentes couleurs de peau. Et on peut créer des entreprises avec de la mode, non? Notre mode, que c'est pas seulement d'acheter les tissus dans l'Hollande, mais faire des tissus ici, offrir les tissus dans l'Amérique latine et créer une nouvelle manière. Notre propre fashion show, par exemple. Fashion show l'Afrique, Colombie, fashion show, je ne sais pas. Et je pense qu'aussi on peut nous efforcer de les connaissements traditionnels que nous avons. Oui, il y a beaucoup de choses que on ne peut pas apprécier aujourd'hui. Par exemple, si ta mère, je veux dire, sait faire l'huile de coco, ça c'est une chose pas importante. C'est dans un village, et oui, elle peut faire l'huile de coco, et c'est ça. Elle le fait, elle l'utilise, et c'est ça. Mais ça peut être une entreprise. Par exemple, les connaissements traditionnels, les mettre en valeur une autre fois. Oui, pas créer pas seulement l'identité, mais aussi de l'économie. Mais en fait, ce que je veux dire pour finir l'interview, c'est que ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que très souvent, c'est quand l'occidental arrive, prend ce qui est ici, crée la compagnie et donne la visibilité qu'on dit qu'il a créé. Tu as pris l'exemple de la maman qui fait la noix de coco. Il arrive dans un village, il voit comment c'est fait, waouh! Il voit ce qu'on ne voit pas. Il crée la compagnie, il met la visibilité, il se fait de l'argent, après on lui tire dessus, on lui tape dessus. Non, quand on dit qu'on lui tape dessus, c'est que, bon, on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, je sais. Tu vois? On fait quoi avec? Donc, si l'autre vient voir et mettre la lumière, arrêtons de nous plaindre. Faisons mieux. Déjà reconnaissant, tu parlais, il faut déjà qu'on embrasse qui nous sommes. Une fois qu'on embrasse qui nous sommes, on sera content. On va dire, ben voilà, là on est en Guinée, voilà on a Simandou. Exactement. Voilà. Exactement. On a les ports. On a le deuxième nom de la Guinée, c'est le château d'eau. On a tous ces trucs. Merci beaucoup, Etna. Est-ce que je vais te laisser dire un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot à dire à la communauté? Mon dernier message. Mauvaisement, il y a une image de la Colombie que c'est pas complet. Il y a une image de mon pays que c'est de la guerre, que c'est de, je sais pas, la drogue, ça veut dire ça. Et je veux faire une invitation à tous les gens qui peuvent écouter ce message. Tu peux arriver en Colombie. Nous sommes un pays magnifique. La diversité, c'est notre pouvoir. Il y a beaucoup de populations noires, de populations indigènes, de populations mélangées. Il y a tous les fruits que tu peux imaginer. Il y a toute la plage, mais pas seulement ça. Il y a des possibilités de développement économique là-bas. Je sais qu'il y a un peu de, je ne sais pas comment dire, they are afraid. How do you can say that? Like, ils ont peur d'investir dans la Colombie. Parce qu'il y a un conflit, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Mais je t'invite à revenir en Colombie. J'espère de trouver là-bas beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Et c'est un pays magnifique. Et nous, en tant qu'Afro-Colombiennes, nous sommes en train de faire beaucoup de choses magnifiques. Mais s'il vous plaît, tu peux venir à mon pays, je sais que tu l'aimerais. Merci encore beaucoup, Etna. Les gars, si vous avez des questions bien sûr posées, là, vous voyez, elle parle plusieurs langues. Hein. On dit qu'elle parle anglais, français, espagnol, aussi même sûr qu'il y a même l'italien, et aussi qu'il y a des langues derrière, peut-être même Swahili, what do I know? Nous avons une langue africaine dans la Colombie, je parle un peu. Ah, tu parles aussi ça? Mais voyons, elle parle tellement de langues, c'est ridicule. Posez vos questions et puis je pourrais la faire suivre les questions directement, soit elle ou à son équipe. Et merci encore pour l'interview, Etna. C'est très apprécié. Merci à toi pour l'espace. Quant à vous, on se voit à la prochaine vidéo.